Est-ce qu'on peut réellement nettoyer efficacement avec un produit qui est sain? Tout à l'heure, tu as cité le vinaigre. Ouais, Tu es parti sur le principe en fait, que comme c'est brut, c'est peut-être sain. sain. C'est ça, hein. Oui, c'est ça. Alors que c'est pas forcément en fait, une réalité. Le produit pour nettoyer le sol, moi je pense toujours au petit coussinet de mon chien. C'est pas quelque chose que tu vas rincer, le produit pour le sol. Ouais. On a plus de produits toxiques aujourd'hui sur le marché qu'on en avait avant. Oui. Ça, c'est une réalité et il faut savoir les décrypter. C'est ce que je vais essayer de faire avec toi aujourd'hui. On dit qu'il faut privilégier des produits clean, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça peut nous faire concrètement? Quand j'ai commencé à travailler, j'utilisais des marques conventionnelles. Mhm. J'ai eu l'arrivée de mon premier enfant, et là tout de suite, tu vois, l'instinct de protection, je me suis dit, c'est absolument C'était ça pas... le déclic. Exactement. Je vais peut-être t'étonner quand je vais te dire où on va trouver le plus de toxiques en fait dans les matières premières. On fait vraiment ça en Absolument. labo. On a toutes les tâches et on On teste. a toutes les tâches, trop le bien. ketchup, la sauce bolognaise. Comment faire la distinction entre un produit d'entretien qui est vraiment clean et une marque qui surfe sur la tendance du green et du naturel? Bienvenue sur La Source, le podcast où l'on puise la connaissance des experts pour devenir pleinement acteur de notre bien-être. Les amis, on parle beaucoup de ce qu'on applique sur notre peau en termes de skincare, de la composition des produits. On parle aussi beaucoup de notre alimentation, de ce que l'on mange, de l'impact des pesticides. Mais c'est vrai qu'on n'évoque pas régulièrement l'impact de ce que l'on respire, de ce que l'on touche à travers les pores de notre peau en lavant notre maison, en nettoyant notre maison et également notre linge. Et aujourd'hui, justement, on va parler de tout ça, de l'importance de bien choisir ses produits d'entretien et de comment éviter justement certains toxiques, de savoir ce qui est dangereux et ce qui ne l'est pas. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Rizlaine Jougleux. Tu es diplômée ingénieure chimiste, experte en affaires réglementaires et formulation de détergents. Tu es la cofondatrice de la marque de produits d'entretien Mutine, la Révolution Green, est également membre du conseil d'administration de la Fédération Hygiène Entretien Responsable. Bienvenue sur La Source. Merci pour l'invitation, Marie. Alors, j'aimerais déjà comprendre ce qu'on utilise vraiment dans une déconstruction et une révélation de la formulation de nos produits d'entretien. Et surtout, commencer par un constat, c'est que quand on regarde en arrière, à l'époque de nos grands-mères, de nos arrière-grands-mères, on avait tendance à utiliser des choses extrêmement simples pour nettoyer nos linges et notre linge et nos maisons, à savoir le savon noir, le vinaigre blanc, le bicarbonate de soude, le savon de Marseille, etc. Aujourd'hui, on utilise des dizaines de produits différents aux formulations assez complexes, ultra spécialisées. À quel moment et pourquoi on a basculé justement de cette simplicité vers cette chimie plus industrielle et potentiellement plus toxique? Alors, c'est un très bon constat. Je vais commencer déjà par déconstruire une idée reçue, c'est que ces produits un peu plus complexes sont arrivés avec la libération de la femme, l'émancipation de la femme. C'est une idée donc qu'il faut déconstruire. On est arrivé en fait à des produits plus complexes puisqu'on a évolué également dans tout ce qui est électroménager. On a amené en fait des innovations avec les machines à laver, les lave-vaisselle. Notre alimentation a changé. On a des aliments qui sont aujourd'hui transformés, qui contiennent des substances, des gommes de goire, par exemple, des épaississants, qui sont à la base pas très naturels et donc très difficiles à enlever. Et on a également l'évolution en termes de vêtements, notamment si on parle du linge. On a de plus en plus de textiles également différents, de matières différentes et des synthétiques qui requièrent des formulations qui sont différentes pour pouvoir répondre à tous les besoins en fait, qu'on a aujourd'hui pour le nettoyage. Donc, tu veux dire que le savon de Marseille, comme on l'utilisait avant, il est peut-être pas aussi efficace sur des matières ça va même qu'on utilise aujourd'hui. Contre-productif sur certains tissus. Ah oui. Exactement. Par exemple, si tu veux laver à froid, tu peux pas l'utiliser en machine parce que tu vas encrasser ta machine, tu vas jaunir ton blanc. Si tu utilises du blanc, tu vas ternir tes couleurs, tu vas déformer tes vêtements. Et ta machine va sentir mauvais. Donc, tu vois, si ça va avec un lavage à froid, ça ne peut pas le faire. Si tu laves à 60 degrés, tu peux imaginer utiliser du savon, effectivement. Mais là, tu as d'autres problématiques. Tu vas plus abîmer ton tissu, ta machine également. Donc, en fait, toutes nos habitudes ont changé, ce qui ont poussé en fait, les industriels à proposer des formules qui répondent à toutes ces attentes. En fait. Mais donc qui ont tendance à être un peu plus toxiques. Est-ce qu'on peut réellement nettoyer efficacement avec un produit qui est sain ? Alors,
Ça dépend en fait de ce que tu entends par sain. Vas-y, définis les termes. Alors, c'est ça en fait. C'est qu'en gros, on a tendance à penser qu'une matière première brute, par exemple, tout à l'heure, tu as cité le vinaigre. Ouais. Tu es parti sur le principe en fait que comme c'est brut, c'est peut-être sain. sain. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Alors que c'est pas forcément en fait une réalité. Une matière première qui est synthétisée, je vais essayer de pas être trop technique, mais une matière première qui est un peu plus travaillée ou une formule qui est un peu plus complexe, elle sous-entend pas forcément qu'elle est plus toxique. Par contre, on est d'accord qu'on a plus de produits toxiques aujourd'hui sur le marché qu'on en avait avant. Oui. Ça, c'est une réalité. Et il faut savoir les décrypter. C'est ce que je vais essayer de faire avec toi aujourd'hui. C'est comment, en fait, je choisis mes produits pour qu'ils puissent répondre à mon attente, de laver efficacement, de baisser ma charge mentale, tout en limitant mon impact sur la santé. Et c'est vraiment l'enjeu. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu la formulation d'un produit conventionnel ? C'est quoi un solvant, un tensioactif, les parfums, les conservateurs dis-nous un petit peu ce qu'on peut observer dans une liste, justement. Ok. Déjà, ce que tu as qualifié de produit conventionnel, ce qu'on appelle, nous, dans le métier, un produit conventionnel, c'est une marque, en fait, c'est un produit pour lequel il n'y a pas d'engagement spécifique pour limiter l'impact sur l'environnement ou limiter l'impact sur la santé. C'est un produit, en fait, qui va répondre à une attente. Tu veux que ça dégraisse ? Ça va dégraisser. Tu veux que ça détarte ? Ça va détartrer. Mais c'est ce qu'on appelle un produit conventionnel. Il n'y a pas derrière un cahier des charges un peu plus poussé pour la santé et l'environnement. Ensuite, si tu veux que je te prenne par exemple l'exemple d'une lessive, une lessive c'est une formule en fait qui est assez complexe parce qu'elle doit contenir des tensioactifs. Donc on entend souvent parler des tensioactifs. Un tensioactif, c'est une matière première qui va jouer un rôle de détachage en fait, qui va venir détacher la salissure de ton vêtement par exemple et qui va l'emprisonner, qui va la mettre en suspension dans l'eau avec l'eau de rinçage. Elle va partir dans les eaux usées. On a les enzymes. Les enzymes, c'est ce qu'on a dans notre salive et dans notre estomac qui nous permet de digérer. C'est quelque chose en fait qu'on a mimé dans la lessive. On ajoute des enzymes pour pouvoir digérer pendant le lavage les salissures directement sur le tissu pour pouvoir aider à l'enlèvement des salissures. On va avoir un solvant. Les solvants, ça va être les matières premières ça va être une matière première qui va permettre de mélanger des matières premières qui s'aiment pas ou qui ne sont pas miscibles entre elles. L'huile et l'eau, par exemple. Exactement. Et typique, tu as l'huile et l'eau. Comment je fais pour les mélanger ? J'ajoute un tensioactif et j'arrive à créer des petites micelles à l'intérieur. Je t'avais déjà entendu parler des micelles. Hyper intéressant. Ouais. Et les solvants, ils vont servir principalement à ça et notamment à solubiliser le parfum dans la lessive, en l'occurrence. Et après, on va retrouver les conservateurs. Les conservateurs, c'est des matières premières. Alors, les conservateurs, on va les retrouver que dans les formules liquides. Quand tu es sur une formule poudre ou une tablette, tu n'auras jamais de conservateur. On met des conservateurs dans les formules liquides parce que c'est des milieux qui sont propices au développement microbactérien. Et les conservateurs vont te garder en fait ton produit, je vais dire au propre, parce que dès qu'il y a une petite poussée en fait de développement microbactérien, ça va les attaquer et garder ton produit propre en gros. Donc en fait, c'est pas parce qu'un produit est chimique qu'il est toxique. Absolument. Les ingrédients chimiques qui sont créés pour faire des produits d'entretien clean ne sont pas forcément toxiques et c'est pas parce qu'on fait quelque chose en laboratoire que c'est mauvais pour notre santé. Exactement. C'est important de le dire. Exactement. Et j'adore en fait le fait que tu as amené ça comme ça en me disant le chimique. Parce qu'en gros, si tu veux, tout est chimique. On a 3 sources de matières premières. On a la source fossile, qui est le pétrole. Ok. Et je le place comme ça. Mais le pétrole, c'est naturel. Le problème, en fait, du pétrole, c'est que c'est pas durable, c'est pas une ressource renouvelable. Ouais. En tout cas, à l'espace de notre vie. Ça met du temps, 3000 ans à peu près. On a la ressource minérale et on a la ressource végétale. Et on va aller, chercher ces 3 sources et on va synthétiser des matières qui n'existent pas en vrai sur la Terre. Et c'est ces matières, en fait, que tu appelles les matières chimiques. Et finalement, en fait, quand tu réfléchis bien, quoi qu'il arrive, elles ont toute une origine naturelle, plus ou moins renouvelable. Sauf qu'elles n'existent pas dans la nature. Chaque molécule, finalement, vient d'une origine naturelle. Exactement. Et ensuite, on la transforme en Exactement. chimique, et après, la nocivité, en fait, de ces matières, elle dépendra, en fait, de la formulation, de la molécule elle-même. Qu'est-ce qui la rend toxique alors, si à la base, elle était naturelle ? Parce que dans la nature, tu as des substances qui sont super toxiques. Qui sont toxiques aussi, ouais, c'est vrai, tu as des poisons. Ouais, exactement. Et en fait, on va peut-être y arriver après dans cette discussion, mais je vais peut-être t'étonner quand je vais te dire où on va trouver le plus de toxiques, en fait, dans les matières premières. Ça, par exemple, dis-nous. Par exemple, dans les parfums. Aujourd'hui, en fait, tu prends une plante,
Tu le sais pas, mais dans la plante, en fait, elle a des substances et elle n'est pas dangereuse, la plante. D'ailleurs, tu adores les fleurs, j'ai vu. Oui. Elles sont magnifiques et dans ton salon, elles sont absolument pas un problème. Le truc, c'est que quand on extrait les extraits en fait de plantes et de fleurs pour en faire des parfums, on va sortir en fait de leur matrice certaines substances qui sont absolument pas dangereuses dans la plante ou dans la fleur. Phtalates. On va ressortir des cancérigènes, on va ressortir en fait potentiellement des potentiels perturbateurs endocriniens, on va ressortir en fait des substances qui dans leur matrice, dans la plante, elles vont absolument pas te faire de mal, alors que quand je les extrais pour en faire un extrait de parfum, Là, ça devient là toxique. en fait, elle avait déjà une propriété en fait, par exemple cancérigène, mutagène, mais tu n'y étais pas exposé. Mais en la sortant de sa matrice, tu vas t'exposer. Hyper Et donc, intéressant. en gros, si tu veux, la nature, l'origine de la matière première ne fait pas sa dangerosité. C'est pas parce qu'elle vient du pétrole ou bien du minéral ou du végétal qu'elle va être dangereuse. C'est vraiment sa forme dans l'espace, c'est son identité qui fait que, en interagissant avec notre corps, dans certaines mesures, à certaines concentrations, on peut réagir et on peut avoir un D'accord. impact sur notre santé. Mais tu vois, c'est indépendant de sa source. Et qu'est-ce qui fait justement la qualité d'une formule? Comment on sait, nous, en tant que consommateurs, qu'une formule est qualitative plutôt qu'une autre, quoi? Comment on fait pour choisir Déjà, tu dois choisir un produit qui répond à sa raison d'être. C'est-à-dire que si tu achètes une lessive qui ne lave pas, ça ne sert à rien. Elle a été mise sur le marché pour rien, elle va avoir un impact environnemental pour rien et potentiellement sur ta santé pour pas grand-chose. Donc déjà, tu dois être en recherche toujours d'efficacité. 2, tu dois, et je sais que ça c'est super difficile parce que tout le monde ne comprend pas, mais il faut absolument lire les étiquettes. Parce qu'en fait, la vérité, c'est que les informations, elles sont sur les et étiquettes. comment on fait pour les décrypter? C'est ça. Et la difficulté, elle est là, c'est que sur une étiquette, tu as 2 types d'informations. Tu as la composition, mais réduite. Et l'intégralité de la composition, tu vas la retrouver sur le site internet des marques. C'est une obligation depuis 20 ans. En 3 clics, et ça, c'est un petit tips. Déjà, rien que pour voir en fait, si la marque elle est transparente, tous ces trucs-là, tu peux te dire que s'il te faut plus de 3 clics pour trouver la composition d'un produit, tu as un problème. Parce que nous, on est vraiment poussé par les autorités à rendre très visible et rapidement, je dirais accessible, cette composition complète. Quand tu vas lire cette composition, ce sur quoi tu dois t'attarder, c'est pas forcément la longueur en fait de la formule, parce que ça aussi, il y a toute une idée en fait que plus c'est court, moins ça va être toxique. Et oui. Absolument pas. C'est peut-être que ça va être long. Pourquoi ça va être long? Parce que ça va amener une certaine efficacité. Par exemple, une lessive, je vais te dire, ça peut être plus ou moins long. Si la lessive elle est efficace pour tout type de linge et qu'on peut utiliser aussi la lessive pour laver, par exemple, la laine, la soie, et que tu es une lessive qui est super bien formulée pour prendre soin de ta machine en même temps que tu laves ton linge, elle va quand même avoir une liste assez longue parce qu'elle doit répondre à toutes ces attentes. Complètement. Ouais. Mais indépendamment de ça, ça ne veut pas dire qu'elle est dangereuse. Par contre, ce que tu dois regarder, c'est sur l'étiquette, tu as déjà les petits pictos de danger dessus. Ce qu'on appelle chez nous le pavé CLP, donc ça veut dire Classification Labeling Packaging, désolé pour l'anglicisme, mais ça veut dire en fait qu'on a une réglementation européenne qui nous oblige à mettre toutes les informations de danger sur l'étiquette. Et donc en lisant ce pavé, au moins une fois, je sais que c'est lourd de lire les étiquettes, mais il faut se dire au moins, je choisis une marque, je lis l'étiquette, et voilà, tu le lis une fois. Tu vas savoir en fait si le produit il est irritant, s'il est corrosif, s'il contient des allergènes, des sensibilisants. Tu peux avoir un problème en l'inhalant, par exemple, si tu as toutes ces informations qui sont écrites sur l'étiquette. Il faut juste aller les lire. Donc, en tant que consommateur, tu fais attention à ces pictogrammes et tu essaies d'éviter quand c'est marqué irritant. Alors, qu'est-ce que tu évites, en fait, concrètement quand tu es au supermarché? Ouais, parce qu'en fait, tu vois, par exemple, une lessive qui est irritante pour les yeux, on s'en moque un peu. On s'en moque un peu, effectivement, parce que c'est pas le but de te le mettre dans l'œil. Complètement. Il faut juste que tu prennes des dispositions. Quand tu l'utilises, tu fais attention à ne pas t'en mettre dans les yeux. Et si tu t'en mets dans les yeux, tu te rinces très rapidement les yeux. Tu vas aller chercher, en fait, ce qui va être sensibilisant, ce qui va être allergisant et tout ce qui va potentiellement polluer ton air intérieur. Donc, si tu vois, en fait, sur une étiquette qu'on te dit qu'il faut ouvrir les fenêtres pour utiliser le produit, tu sais déjà que tu vas polluer ton air intérieur. Ouais. Okay. Si on te dit en fait que ça peut être nocif en cas d'inhalation, il y en a. Hein. Il faut éviter cette typologie de produit. Après, tu peux être amené parfois à avoir besoin d'utiliser ces produits
une fois parce que tu as une problématique qui requiert ce produit en particulier. Bah ouais, c'était ma prochaine question. Justement, le problème dans la toxicité d'un ingrédient, est-ce que c'est la toxicité en elle-même ou est-ce que c'est la répétition au quotidien? C'est absolument la répétition, c'est l'exposition. L'exposition répétée. C'est l'exposition. Et là, je veux revenir, tu vois, sur les allergènes. Donc, tout à l'heure, quand on parlait, donc les conservateurs. Les conservateurs, c'est une source de sensibilisant. Tout ce qui va être isothiazolinone, la famille des isothiazolinones, faut éviter. Les allergènes de parfum. Pourquoi c'est un problème par rapport à l'exposition? Parce qu'en gros, si tu veux, quand tu te lèves au matin, à partir du moment où tu te laves les mains, tu prends ta douche, tu te brosses les dents, tu vas faire la vaisselle, tous ces trucs-là, tu vas rencontrer, tu le sais pas, mais plusieurs fois la même substance. Et surtout dans les parfums, parce que tu as des substances qui reviennent toujours dans les parfums. Et donc, tu vas retrouver plusieurs fois la même substance et tu vas être plusieurs fois exposé dans la journée. Et tout ça, en fait, si tu as un terrain allergique à la base, tu peux très bien développer avec le temps une sensibilisation spécifique à cette substance parce qu'elle est trop présente et on est trop exposé à cette substance. C'est la multiplication de la charge. C'est pour ça que je dis toujours, les petits, tout petits, on essaie de repousser l'exposition un maximum. On ne les expose pas petits déjà à des substances sensibilisantes ou parfumantes. Donc, tu fais attention au gel lavant pour le bébé. C'est un peu difficile parce qu'on adore ces odeurs-là. Quand on lave son linge, on n'est pas habitué à laver son linge avec des produits neutres. Exactement. On n'est pas habitué à nettoyer le visage de son bébé avec un produit qui ne va pas sentir le bébé. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais tu vas voir, les bébés, ça sent super bon naturellement. Oui. C'est un kiff extraordinaire. Mais bien sûr. Sur le principe, je suis d'accord avec toi parce qu'on a grandi comme ça nous-mêmes. C'est ça. Ouais. On a grandi comme ça, mais la réalité, c'est que, tu vois, j'ai 2 enfants. Donc, il faut se rééduquer, c'est ça que tu veux dire. Exactement. Moi, mais j'ai 2 enfants. Bien évidemment, j'ai fait ma propre lessive pour eux à l'époque dans mon labo où je travaillais. Okay. Et à la maison, quand les grands-parents, les sœurs, tu vois, les tatas, les tontons qui veulent embrasser le petit, bon, déjà, en fait, c'est tendu. Mais en fait, ce que je faisais, c'est que je prenais un petit drap que j'avais lavé sans parfum, ils le posent en fait sur leur torse, pour pouvoir accueillir le petit, en fait. Parce que tu sais, on arrive tous avec notre super parfum qu'on adore. Et c'est dur de dire aux gens, s'il vous plaît, ne vous parfumez pas avant de venir à la maison, quoi. Donc moi, je mettais juste, en fait, tu vois, un petit plaid. D'accord. Que j'avais lavé, en fait, spécifiquement. J'avais 2 couleurs, donc je savais quelle était la face qui était posée sur le vêtement. Ah oui. Ah ouais, carrément. Ouais, carrément. Et surtout quand tu as un parent qui a, par exemple, un terrain allergique perso, déjà asthmatique à la base. Bien sûr. Du coup, je sais qu'il y a un terrain, donc je protège. Il y a quelque chose que j'aimerais décrypter, c'est par exemple les capsules de lave-vaisselle. Ouais. Tu vas laver ta vaisselle avec une petite capsule, j'ai plus le terme là. Si, c'est une tablette, ouais. Une tablette, voilà, une tablette que tu vas mettre dedans. Pourquoi c'est important que ce soit clean alors que la vaisselle va être rincée, absolument. Est-ce qu'il reste des particules? Là, en fait, non, absolument pas. En fait, quand tu regardes, à moins que tu aies eu un problème de bras et que quand tu ouvres, tu retrouves ta tablette. C'est quoi l'intérêt d'utiliser quelque chose de clean quand c'est autant rincé? Alors là, c'est plus si tu as une sensibilité pour l'environnement, parce que tu sais que ça dégage à l'égout et que en fait, tu veux limiter les impacts en fait, sur l'environnement. Je pense que c'est important de rappeler que choisir un produit clean, c'est à la fois pour nous et aussi pour l'environnement. Absolument, parce que n'oubliez pas que tout repart à l'eau et que si on pollue notre eau, je veux dire, à la fin, je veux dire, bon. Donc oui, il faut. De toute façon, en général, quand on se lance dans cette démarche, on est dans une démarche globale parce qu'on veut vivre en fait dans un monde en fait un peu plus sain. Et c'est super important ce que tu dis, c'est que c'est ce qu'on mange, c'est ce qu'on respire. Et c'est là aussi où il y a un truc super important, c'est l'air intérieur, la qualité de l'air intérieur. Et justement, est-ce que tu peux en parler des autres toxiques qui sont importants d'éviter? Là, tu nous as parlé des parfums. Est-ce qu'il y a des formules, par exemple, en spray ou alors des parfums d'ambiance, des nettoyants multi-usages, etc., qu'il faudrait bannir de nos produits d'entretien? Alors, les parfums, tu peux déjà, dans tes produits, quand tu es parfumé, tu peux regarder s'il n'y a pas d'allergènes, puisqu'on arrive à formuler des parfums sans allergènes et avec des cahiers des charges sans CMR, sans cancérigènes, pardon. Tu peux avoir un cahier des charges super strict.
ce qu'il faut que tu acceptes, c'est que ça sentira, mais ça sentira moins fort qu'une marque conventionnelle. Et ça sentira moins longtemps. Je sais, j'ai créé une bougie justement sans CMR, etc., non toxique. Tu sais ce que ça veut dire. Voilà, exactement. Et donc, en fait, tu sais que sur le moment, ton parfum, il va juste accompagner le geste parce qu'on sait que c'est une charge mentale et donc ça rend un peu moins dur la charge parce que ça sent bon, tu vois, sur le moment. Mais il ne faut pas t'attendre à ce que ça sente dans le temps et que ça persiste. Ce qui va être important, comme tu l'as dit, donc, ça va être les sensibilisants. Donc, via les conservateurs, les allergènes, via les parfums. La qualité d'air intérieur, ça va être tous les COV, c'est les composés organiques volatiles. Donc, tu as dû en entendre parler aussi par rapport à ta bougie, non? Ça te rappelle quelque chose? Ouais, vas-y, explique-nous. Ouais, et donc, en fait, c'est toutes les substances qui sont très volatiles à température ambiante et qui vont, en fait, se vaporiser, en fait, dans ton air intérieur et que tu vas respirer. Et ça, tu vas le retrouver comme tu as dit, dans les bougies, les encens, les aérosols. Pour les toilettes et ce genre de choses. Exactement. En fait, comme tu m'avais lancé dessus et tu as bien raison, les sprays et les aérosols. La problématique, en fait, c'est que ce qui est important de regarder avec les sprays et les aérosols, c'est que c'est deux techniques qui permettent, en fait, de vaporiser des petites gouttelettes, en fait. Et donc, via la forme, tu es un peu plus exposé à la respiration et également en fait au toucher, c'est-à-dire que tu as peut-être les petites gouttelettes qui vont retomber sur la peau, ce genre de choses. Et donc par rapport à ça, il faut être super vigilant. Quand tu utilises un spray, même s'il n'a pas d'allergène, déjà, si tu l'utilises à hauteur de table, si tu as un enfant en face, tu le fais pas. En fait, il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un à hauteur d'homme en face du spray. Tu vois, à hauteur du nez, en fait, t'évites. Les aérosols, pareil. Moi, je pars sur le principe en fait que le propre n'a pas d'odeur. C'est une réalité. Et donc, il va falloir le déconstruire, ça. Hein. Ouais, exactement. C'est important, en fait, par exemple, d'ouvrir ses fenêtres s'il y a une odeur qui nous dérange. Vaut mieux ouvrir sa fenêtre pour renouveler l'air intérieur que d'étouffer cette odeur avec des substances volatiles qu'on va respirer. Et qui, eux, peuvent t'amener, en fait, déjà, si tu es allergique, si tu es asthmatique, tu vas le sentir, tu vas avoir une gêne. Donc concrètement, mettons que la communauté ait envie de se tourner vers des produits un petit peu plus clean après notre échange, mais souhaite quand même terminer ces produits d'entretien avant. Il vaudra mieux qu'elles ouvrent leur spray, quitte à verser un peu de produit pour nettoyer, plutôt que de pchiter. Alors oui, après, là, si vraiment tu fais attention à ton environnement et aux gens qui sont autour, c'est ça, parce qu'en fait, moi, parfois, je vois, en fait, ils arrivent, tac, 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 tu sais, c'est vite fait, et tu as des gens qui sont à hauteur d'homme, et tu sais, dont le nez est à hauteur même pour toi, ton nez aussi. Même pour toi, en fait, effectivement. Donc, effectivement, en fait, tu peux très bien. T'ouvres la bouteille. Maintenant, ce qui est important, en fait, c'est vraiment la composition. Ouais. C'est vraiment la composition. Par exemple, on a différentes têtes de spray qui existent. Tu as des sprays qui vont sprayer ces petites gouttelettes et tu en as d'autres qui vont sprayer, pulvériser si tu préfères, le pchit ou le pulvériser. Une mousse. Oui. Tu vois, la mousse, tu la respires pas. Ça permet en fait d'éviter ces microparticules. Et en fonction de la formulation et ce qu'elle contient, si tu es éthique dans ta démarche, tu dois adapter la bonne tête de spray sur le produit. Ouais, je comprends. Parce que on parlait donc des tablettes de lave-vaisselle. Là, tout est rincé. On n'est pas censé avoir des particules qui restent. En revanche, lorsque l'on prend des sprays qui sont multisurfaces, etc., ou alors même le produit pour nettoyer le sol, moi, je pense toujours au petit coussinet de mon chien. C'est pas quelque chose que tu vas rincer, le produit pour le sol. Ouais. Et donc, il va rester des molécules potentiellement qui sont toxiques. Biodégradables ou... ouais, c'est vrai. Alors, pour le coup, tu as bien raison. Donc, c'est toujours important de revenir à la composition. Je parle de mon chien, mais les petits pieds de mon bébé ensuite sur le sol, voilà. Je suis complètement d'accord avec toi. Et là, c'est pour ça que c'est super important toujours de lire les étiquettes. Sache quand même qu'il existe en France une réglementation, une loi spécifique au contact alimentaire. C'est-à-dire que tous les produits qui sont amenés à être utilisés sur une surface qui peut être en contact alimentaire ne peuvent utiliser des substances que si et seulement si celles-ci sont indiquées sur la loi en question. C'est-à-dire que c'est une liste positive, c'est même pas une liste négative, c'est encore plus difficile, tu vois. C'est-à-dire que si ta matière première, elle n'est pas dans la liste, tu peux pas l'utiliser. Ok. Indépendamment du parfum. Là, tu as toujours la problématique du parfum, parce que le parfum est autorisé, mais regarde pas ce qu'il y a dans le parfum, tu vois. Mais voilà, donc il y a déjà ça, tu sais que... Donc c'est quand même au consommateur de veiller à utiliser sur ses surfaces alimentaires un produit sur lequel il est noté
pour les surfaces alimentaires et ça te garantit quand même... Exactement. En fait, on te dit que en général, on te dit que pour les produits, pour les surfaces à contact alimentaire rincées, dès que tu vois cette phrase, tu sais que ça a été pensé dans cette idée, que c'est bien destiné. C'est bon à savoir. Tu vois, ouais. C'est super important de regarder ça. Ok. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de greenwashing? Parce qu'en ce moment, on voit tellement de marques émerger se disant clean, green, etc. Et au fond, comment faire la distinction entre un produit d'entretien qui est vraiment clean et une marque qui surfe sur la tendance du green et du naturel? Alors, c'est assez difficile quand on n'a pas un œil d'expert, mais il y a quand même pas mal d'alertes qui peuvent te dire red flag. Déjà, tu as ceux qui vont surfer dès que tu es sur un marketing anxiogène. Je veux dire, marketing anxiogène où on va sauver la planète, on va sauver les orang-outans. Toutes les revendications en fait, qui ne sont pas mesurables et qui vont surfer sur cette crainte, tu sais que ça va être tendu. Ouais. Toutes celles qui parlent de ce qu'ils n'ont pas dans leur formule, mais qui ne te disent pas ce que contient, c'est sans ceci, sans ceci, sans ceci, sans ceci, mais qu'est-ce qu'elle a ta formule? Parce qu'elle n'est pas exhaustive, ta liste. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, je peux t'en sortir des choses, en fait. Deux indices très intéressants déjà. C'est ça, c'est de dire, survendre, en fait, jouer sur tes peurs. Tout le marketing anxiogène, là, tu dis, OK. Déjà, ça veut jouer sur l'émotionnel. Donc, on est déjà sur quelque chose qui n'est pas très éthique, tu vois, de jouer sur mon émotionnel. Complètement. 2, c'est je survends. La planète, les orang-outans et tout, c'est bon, quoi. Et les océans aussi, j'ai oublié. Et 3, ouais, c'est vraiment, vraiment être axé que sur ce que j'ai pas dans ma formule, mais je te dis pas ce que j'ai dans ma formule, en fait. Ok. Super. Surjouer la transparence, surjouer, tu vois, tout ça. Et à l'inverse, comment savoir quand une marque n'est pas du greenwashing et une bonne marque en qui on peut faire confiance? Moi, ce que j'invite toujours à faire, c'est d'essayer, avant d'acheter un produit, on doit acheter une marque. Tu vois, parce qu'en gros, tu dois te dire, parfois, tu as des marques en fait, qui vont avoir une démarche, qui vont développer un maximum de produits conventionnels, mais qui vont avoir dans leur gamme 2-3 produits écolo, green, ce que tu veux, et qui vont axer la com dessus. Et donc, toi, tu vas penser, tu as acheté ce premier produit, tu es contente, et tu vas acheter le reste de la gamme, et tu ne sais pas en fait que la promesse qu'il y a sur celle-ci, sur ce produit-là, n'est pas adaptée, n'est pas également appliquée sur le reste. Ce qu'il faut se dire, en fait, c'est qu'on regarde déjà la marque. On regarde l'éthique de la marque, on va chercher des infos sur le site internet, on pose des questions à la marque. Moi, j'adore quand on me challenge, tu vois, en me disant, oui, vous dites que vous êtes green, mais vous avez ceci, cela, j'explique, voilà. En fait, pas hésiter à challenger et aller chercher l'éthique de la marque, parce qu'en fait, il faut que ce qu'ils appliquent, ça ne s'applique pas qu'à un seul produit, faire de lance qui vont pousser sur les médias et pas au reste. Il faut regarder en fait et s'assurer que l'éthique, elle est applicable à l'intégralité de la gamme. Tu adhères aux valeurs de la marque en premier avant de regarder les produits plus en détail, etc. Oui, absolument. Le fondateur avant tout, la fondatrice. Exactement, qu'est-ce qui les anime? Est-ce qu'ils ont... une expertise dans le domaine ou pas, même s'ils l'ont pas, est-ce qu'ils vont chercher la bonne expertise chez les bonnes personnes, tu vois, c'est savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Et 2, même si c'est un peu bidon, on pourrait dire c'est bidon, mais tu te dis c'est un début de quelque chose, une certification. Tu te dis c'est Cosmos, c'est EcoCert, c'est Ecolabel, c'est déjà un début parce que tu sais qu'il existe derrière ça un référentiel qui va limiter des substances, qui va interdire des choses. Ça, c'est déjà un bon début et après, tu dois continuer à creuser. C'est important que les produits d'entretien soient bio? Alors, déjà, tu vois, typique, on ne peut pas dire qu'un produit d'entretien soit bio. En fait, le terme bio est réservé aux produits issus de l'agriculture, en fait. Ok. Tu vois? Et donc, déjà, c'est red flag aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais quand on te dit ma lessive bio, déjà, tu sais, tu prends tes jambes à ton cou, tu te barres. Red flag. Red flag, il n'existe pas de la lessive bio. Ce n'est pas un produit issu de l'agriculture, la lessive. Ça n'existe pas dans les champs. Je sais que tu te balades beaucoup en forêt et tout. Tu as déjà pu, je veux dire, est-ce que tu as déjà, cueilli une lessive? Ça n'existe pas. Un petit bidon de lessive. Voilà, qui a poussé dans le jardin. Non, donc tu vois, déjà, parfait, on va le rajouter à la liste des red flags. C'est important, je pense. Donc, c'est quoi si c'est pas bio? Ça peut être EcoCert? C'est ça, c'est Ecolabel ou EcoCert. En tout cas, dans le domaine de la détergence, il y a 2 certifications importantes, c'est Ecolabel ou EcoCert. Okay. Et dans le marché bio, dans le réseau bio, alimentaire bio, tu trouveras que des produits d'entretien certifiés EcoCert. C'est le label du réseau bio. Et donc ça, c'est intéressant d'avoir des produits EcoCert. Exactement. C'est déjà, donc si tu sais pas, t'as pas eu le temps d'aller regarder l'éthique de la marque et tout, tu sais déjà qu'il y a un organisme externe, EcoCert, qui a fait le job à minima pour toi, parce qu'il y a déjà son cahier des charges et qui a validé que ce produit respectait ce cahier des charges.
Et Ok. après, tu vois, ça, c'est super important. Si tu sais pas trop lire une étiquette, que tu as un peu la flemme, tout ça, c'est déjà un bon indicateur. Exactement. C'est déjà un bon indicateur. Je voudrais savoir l'impact réel, en fait, sur notre santé, du fait que on les respire, on les fait rentrer dans les pores de notre peau, on dit qu'il faut privilégier des produits clean, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça peut nous faire concrètement? Alors concrètement, ça dépendra vraiment du produit. Si je te dis par exemple, tu prends un déboucheur, concrètement, si tu le mets sur ta peau, tu es brûlé. C'est corrosif, c'est irréversible. Ce que ça peut te faire en fait d'utiliser des produits de Plus détergents. sur le long terme, je voulais dire. Voilà. Voilà. Ouais, voilà. Sur le long terme, c'est principalement, encore une fois, tout ce qui va être sensibilisation, allergie, asthme. C'est vraiment ce qui va être le plus important. Principalement ça. Principalement Est-ce que ça peut avoir un impact, les perturbateurs endocriniens, sur nos hormones? Est-ce que ça peut aller jusqu'à des problèmes de fertilité? Est-ce que ça peut... Alors, nos produits d'entretien pour le coup, tu vois, les perturbateurs endocriniens, c'est un vrai sujet. Tu sais que c'est nouveau. C'est assez nouveau. Quand je dis c'est nouveau, c'est-à-dire que les cancérigènes, on les connaît depuis longtemps. Les mutagènes, pareil. Les perturbateurs endocriniens, on en parle depuis quand? Depuis une vingtaine d'années. On n'en connaît pas beaucoup. Il y a une liste très courte en fait de perturbateurs endocriniens avérés. Et donc avérés, ouais, potentiels. Et voilà, avérés, il y en a pas. Il y en a peu finalement. Potentiel, il y a une certaine liste et donc qui est en cours d'évaluation. Mais ça, c'est nouveau. Et donc, ce que je peux te dire, c'est qu'aujourd'hui, les industriels, alors je peux parler pour moi facilement, pour les autres un peu moins, mais je peux te dire que de manière générale, c'est des choses qui, dès que les substances, elles sont reconnues comme étant avérées, tu es sûr que c'est un red flag. Même les conventionnels ne vont pas les mettre dans tes produits. Mais le problème, c'est que... Et c'est pour ça que c'est tendu aussi. Donc, je reviens, c'est bien parce qu'on est en train de l'alimenter, cette fameuse liste tout à l'heure. Si tu me contactes, moi, en tant que marque, et tu me dis, bon, je suis inquiète, est-ce que tu as des perturbateurs endocriniens dans tes produits? Moi, je vais te dire, écoute, j'en ai pas de connus, j'en ai pas de potentiel parce que je fais ma veille et que je suis au taquet dessus et que je suis sûre que j'ai rien. Par contre, si tu vois que j'en fais une revendication marketing, là, tu dis aussi, je suis sur du marketing anxiogène. Parce qu'en fait, moi, je ne le ferai jamais. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il faut rester éthique et logique. C'est-à-dire que peut-être que quand je vais te répondre au tenté, bien sûr, j'en ai pas. Mais qui sait en fait que j'ai quelque chose qui n'est pas aujourd'hui considéré comme un potentiel endocrinien, perturbateur endocrinien, qui va l'être plus tard. Tu comprends? Et donc, en fait, typiquement, moi, je trouve que ça, c'est une revendication qui est super tendue en tant que marque, parce que c'est pas honnête. Je sais que j'ai pas d'avéré, je sais que j'ai pas les potentiels, je sais que j'ai pas les suspectés, tu vois, tous ces trucs-là. Mais en fait, t'es pas du tout à l'abri de tomber en fait des nues un jour, de dire tiens, ça, on le savait pas, parce que le perturbateur endocrinien, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Ça a une génération. Hein. Ouais, donc en fait, il n'existe pas encore un lien. Ma prochaine question, c'était, tu sais, sur la fatigue chronique qu'on peut avoir, le sommeil perturbé, l'inflammation, l'aggravation même de l'acné et tout ça. Il n'y a pas encore d'études. Alors, tout ce qui est le sommeil, ce genre de choses, pas spécifiquement. Néanmoins, maintenant, tu dors dans des draps. S'ils sont parfumés, tu n'es pas à l'abri. En fait, que si tu as de l'asthme, que tu sois embêté. Surtout avec tous les produits en fait, qui sont très riches en parfums longue durée. Le parfum longue durée, tu sais ce que c'est? Bien sûr. On les connaît, ces marques-là. C'est des microplastiques, en fait. Alors, c'est des microplastiques encapsulés. Donc, il y a du parfum encapsulé. Ça, pendant le lavage, ça se dépose entre les fibres de tes vêtements. Ça se fige dans la fibre. Exactement. Et en fait, à chaque fois que tu fais un mouvement, ça frotte, tu casses la microcapsule. Ah ouais, ça fonctionne comme ça. Exactement. Et c'est pour ça, en fait, que tu peux laver tes draps maintenant et dans 2 ans, tu les ressors de ton placard. Tu les poses, tac, tu dors, tu te retournes 2-3 fois. Tu as le parfum parce que tu as cassé les microparticules de microplastique et tu dégages le parfum, en fait. Tu as du microplastique dans ta lessive. Exactement. Ça, pas moi. Mais non, oui. Pas la tienne. Ouais. Mais c'est incroyable. Ouais, aujourd'hui, la technologie. Ça, je l'ignorais, cette technologie du parfum de comment. Si, le parfum encapsulé aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle quand même. Hein. Le parfum encapsulé aujourd'hui, c'est de la technologie de microplastique. Et ça, c'est autorisé. Jusqu'en 2028. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont interdit les microplastiques en 2020 via un règlement européen qui s'appelle REACH. Et ils ont donné 8 ans à l'industrie du parfum. Ah, quand même. Pour trouver des solutions, parce qu'en fait, techniquement, ils n'avaient pas de solution à court terme. Et ça voulait dire en fait que ces produits sortaient des rayons.
Et Oui. ça, en fait, ils font des impacts, tu sais, ils font des impacts socio-économiques quand ils changent les lois, quand Ouais, il y a des nouvelles lois. Et ils se disent, OK, on va laisser un temps pour ces entreprises de à trouver. rebondir et Exactement. de... ouais. Donc, je sais qu'actuellement, ils ont trouvé des solutions qui répondaient plus à la définition d'un microplastique. Et ça va, je pense, commencer à se mettre en œuvre. Mais jusqu'à 2028, aujourd'hui, tu as des microplastiques dans tous ces produits-là. Long Incroyable. lasting. Waouh. Ouais. Alors là, tu viens de Hein m'apprendre quelque chose. Ouais, et c'est super important. je comprends d'autant plus l'intérêt d'acheter des lessives qu'on soit un parfum clean et qui n'est pas encapsulé, Exactement. quoi, et donc qui ne reste pas fatalement. Exactement, ouais. Soit d'avoir des lessives. Toi, tu fais comment pour, par exemple, ta lessive fleur de lotus? Alors nous, on a travaillé, on se galère un peu avec le parfum, je vais te dire complètement. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'on a un cahier des charges qui est tellement en fait poussé. Déjà, ça doit être un parfum EcoCert, sans allergènes. Comme ça, on est clean par rapport à ça. Mhm. Et sans CMR. Et on a interdit d'autres substances parce que comme je suis dans la veille réglementaire, il y a des substances que j'ai déjà dans le viseur qui sont officiellement comme étant, tu sais, elles ne sont pas encore officiellement reconnues comme étant problématiques, mais comme je sais qu'elles sont là, qu'elles pourraient être là et que je sais que je connais la finalité, je les ai déjà interdits. Et donc, du coup, moi, mon parfumeur, il est toujours là en me disant « Oui, mais vous voulez un parfum qui sent fort, mais qui, avec tout ça, on ne peut pas. » Et je préfère toujours, en fait, garder ce cahier des charges tel qu'il est et expliquer au client. Je dis « OK, vous avez appris, vous avez pendant des années apprécié rentrer dans vos draps ou prendre votre serviette éponge sous la douche et je veux dire, vous essuyer, avoir cette odeur. Il va falloir, en fait, accepter le fait que si vous voulez être moins exposé, que ça sente pas en fait sur le linge sec et ça veut pas dire que c'est pas propre. Ben, c'est ça, bien Et sûr. c'est ça en fait, c'est que il faut comprendre qu'aujourd'hui, tu sais, pour le choix d'une lessive, il y a 3 sur le top 3. Pourquoi on achète une lessive ? 1, son efficacité, 2, le parfum, 3, son prix. Donc si tu l'achètes qu'elle est pas efficace mais qu'elle sent bon, peut-être que tu vas lâcher l'affaire à un moment donné, tu vas pas. Mais si tu l'achètes que pour le parfum, tu as un problème. Si tu es attaché plus au parfum qu'à l'efficacité, tu as un vrai problème, tu auras toujours du mal Moi, à pendant passer sur... des années, c'était ça. Ouais. C'était, je suis au supermarché, j'ouvre le bouchon, Exactement. je sens, ça me plaît pas, j'achète pas. Exactement. Alors que c'est pas ce qui fait l'efficacité du produit. Si tu as 2 minutes, je te raconte une histoire. Vas-y. On a fait un test dans mon ancienne boîte où je travaillais auparavant. On développait en fait des assouplissants. Et d'ailleurs, ça va faire un très bon sujet, parce que l'assouplissant, c'est un vrai sujet. L'assouplissant, en fait, c'est censé assouplir. Et l'assouplissant, c'est surtout très, très riche en parfum. Donc, quand tu ajoutes un assouplissant à ta lessive pendant le processus de lavage, tu multiplies peut-être par 3, par 4 l'exposition aux allergènes. Parce que les assouplissants, c'est très riche en parfum. C'est source de parfums encapsulés pour beaucoup de marques. Et c'est blindé d'allergènes. Donc, parfum encapsulé, microparticules de plastique, Ouais, allergisant, et en plus, ça encrasse ta machine, il me semble. Et en plus, ça encrasse tes vêtements aussi. C'est-à-dire qu'en plus, ça n'assouplit pas. Et c'était la petite histoire que je vais te raconter, parce que c'est super marrant de voir à quel point la psychologie du parfum est importante. On avait développé, en fait, testé 3 parfums. Un parfum super premium, un parfum classique en assouplissant et un parfum cheap. On avait une formule avec de l'eau qu'on avait opacifiée, donc on l'avait rendue opaque. On l'avait un peu viscosée pour donner l'impression qu'il y avait de l'assouplissant dedans, mais c'était juste de l'eau parfumée. Mhm. C'était un leurre, en fait. Le deuxième produit, c'était un vrai assouplissant avec un parfum, qu'on connaît bien, qui fonctionne plutôt bien. Et le troisième, en fait, c'était un assouplissant très concentré. Donc, la matière première, c'est l'Esterquat. Un assouplissant très concentré, mais avec un parfum premier prix. On a testé ça dans un laboratoire indépendant par des experts, c'est-à-dire que c'était les experts du labo qui avaient le toucher, tu sais. Mhm. C'est le centre technique du textile à Lyon. C'est là-bas qu'on a testé, en fait, ces produits-là. Ok. Et dans 100% des cas, le produit qui est sorti le plus assouplissant, je n'ai pas dit celui qui sentait le meilleur, le plus assouplissant, c'était l'eau. Ah ouais ? Super bien parfumé. Incroyable. Et donc, en fait, ce qu'il fallait démontrer, c'était juste, en fait, que la perception de l'assouplissant, elle passe à travers le parfum. Elle passe avant tout à travers le parfum. Exactement. C'est incroyable. Alors qu'il n'y avait absolument pas d'assouplissant dedans. Et si tu me suis ma logique, ça, c'était un test qu'on avait fait, je pense, en 2010, un truc comme ça. J'ai toujours dit depuis, je dis de toute façon, le rayon, il va se développer par le futur du rayon des assouplissants,
va se développer vers des parfums textiles. Fais un tour dans les rayons. Tu verras qu'on a très peu d'assouplissants. Maintenant, on a beaucoup plus de parfums textiles ou les petites billes qu'on rajoute, en fait, qui sont parfumées, qui n'apportent pas d'assouplissant. Tu veux dire que l'assouplissant, c'était quelque chose c'est un produit que les industriels ont inventé pour vendre, pour ancrer dans la tête des gens qu'ils en avaient besoin, alors qu'au final, pas du tout. Tu n'en as pas besoin et c'est même contre-productif. Et je t'explique pourquoi. Parce qu'en fait, l'assouplissant, c'est de l'ester quad, c'est une matière grasse qui va venir, en fait, c'est un peu comme ton silicone sur les cheveux, qui va venir graisser, en fait, la fibre. C'est un maquillage. Ouais, mais regarde, pire. C'est-à-dire que si toi, ta serviette éponge, t'attends qu'elle absorbe, mais si elle est engraissée par-dessus, elle va moins absorber. Tes culottes menstruelles, tu sais, lavables, il y a de plus en plus de culottes menstruelles lavables. Et les couches lavables pour bébé. Oui. Si tu utilises de l'assouplissant, elles ne vont pas absorber. Aïe, aïe, aïe. Donc, même pour les tissus techniques, c'est contre-productif. Donc, l'assouplissant, c'est un gros red flag, en fait, en tant que produit qui ne sert pas à grand-chose. C'est-à-dire, non seulement tu vas te surexposer aux allergènes, et en plus, tu vas foutre en l'air ton linge. Mais tu sais, ça me fait rire parce que tu m'avais offert un microfibre, enfin une serviette très absorbante de ta marque. Ouais. Et c'est mon mari qui avait regardé sur Internet comment on devait la laver. Je me dis, mais trop marrant, pourquoi il regarde ça? Il m'avait dit, surtout, tu ne mets pas d'assouplissant et tu ne la passes pas au sèche-linge. Ouais, mais il a raison. Il a raison, pas d'assouplissant. Et ça m'avait marqué, j'ai dit, pourquoi pas d'assouplissant? Enfin, on n'en a pas à la maison, voilà, il n'était pas au courant. Mais je dis, pourquoi pas d'assouplissant? Parce que ensuite, ça va pas bien absorber. Exactement, toutes tes microfibres, et il faut pas. C'est fou. Il faut pas. Et tu vois, par exemple, nous, au labo, nos blouses blanches de labo, on avait l'interdiction d'utiliser de l'assouplissant dessus parce qu'en plus, cette graisse, elle est inflammable. Alors que nous, nos tissus, ils sont justement travaillés pour pas être... au labo, je veux dire, pour pas être inifuges, en fait. Je dis, ils sont inifuges, en fait, pour pas qu'ils prennent feu. Et là, en fait, en ajoutant de l'assouplissant, tu peux avoir des départs de flamme, quoi. Mais tout ça pour dire, tu vois, c'est super important de remettre la place, en fait, du propre, de l'odeur versus le propre. Exactement. Et c'est super important. Et t'es pas obligé, c'est pas obligatoirement un entrant de se dire si ça sent fort, c'est que ça va laver. Non, toi, t'attends, en fait, que ça lave. Et après, si tu veux te parfumer et que tu aimes un parfum, un parfum de parfumerie fine, tu te fais plaisir et que tu mélanges pas en fait ton parfum avec ta lessive. Parce que moi, avec mon conjoint, on s'amuse, c'est dégueulasse. Mais en fait, quand on marche dans la rue, et qu'on croise des gens, on s'amuse à reconnaître leur lessive. Mais non. Si, parce qu'en fait, tu te rends pas compte en fait que quand ils sont dedans, ils se sentent plus. Les gens ils se rendent plus compte. Ils ne se rendent plus compte. Moi, je porte plus de parfum depuis 3 ans. Et c'est vrai que quand je croise quelqu'un, effectivement, dans la rue, dans l'ascenseur ou autre, je me dis, mais la personne ne s'est pas rendue compte qu'elle est tombée dedans, quoi. T'es complètement neutralisé, au niveau de tes narines. T'es neutralisé, ils ne sentent plus. Ouais. Donc nous, c'était super croix secret d'ailleurs. C'est un truc comme ça qui vient de passer. Et donc du coup, c'est marrant, mais ouais, c'est super important. Il faut vraiment décorer les filles. Et alors, comment on fait? Est-ce qu'on peut quand même parfumer de manière clean? Qu'est-ce que tu penses des huiles essentielles, par exemple? Je serais très, très, très... voilà, sur les huiles essentielles, il faut faire super attention, pareil, parce qu'on part sur le principe que c'est naturel, mais ça reste des extraits. Et dans ces extraits, on a également des substances, comme je t'ai dit tout à l'heure, qui étaient dans une matrice qui n'était pas forcément dangereuse, notamment des cancérigènes. Non, c'est plus les cancérigènes. L'irritant, à la rigueur, je me dis, de toute façon, tu ne le mets pas sur ta peau. Et quand c'est rincé, il faut vraiment que tu aies une problématique très poussée de peau, eczéma, pour que tu puisses rencontrer la problématique. Non, là, c'est vraiment les extraits, moi, je les utiliserai pas. En tout cas, je les conseille pas aux particuliers. Si c'est utilisé en laboratoire avec des balances de précision, oui. Mais à la maison, quand il va comme ça, 3 gouttes, 4 gouttes, moi, je fais gaffe. Ouais. Et après, ça dépend des huiles essentielles, une à une, tu vois. Mais sur le principe, je préfère donner ce conseil général. Après, je te dis pas que toutes les huiles essentielles, elles sont problématiques. Mais il faut... en cas d'allergie. Oui, parce que c'est ce qu'on entend souvent dans le linge, tu mets quelques gouttes d'ylang-ylang ou comme ça. Non, tu sais qu'au labo, en usine et au labo, le parfum, c'est balance de précision, c'est 4 chiffres après la virgule. Ah ouais. Mais bien sûr, parce qu'en fait, encore une fois, tu as des allergènes, tu as des sensibilisants, tu as des CMR, et donc du coup, on déconne pas. On a des limites réglementaires. Et donc, c'est pesé à 4 chiffres après la virgule. Donc, t'imagines bien que moi, en fait, ça me retombe toujours l'estomac quand je vois en fait qu'on est là. Avec, moi, je me dis non, on peut pas. Mais bon, tu vois, là, je pense qu'il y a des choses qui vont changer parce que
il y a cette fameuse réglementation européenne. D'ailleurs, ça, j'ai envie de le dire, parce que tu vois, c'est mon métier, c'est ma passion même. Les affaires réglementaires. On a, dans le monde entier, la réglementation la plus poussée et la plus protectrice de l'environnement et de la santé. En Europe. Ouais. On a le règlement REACH, c'est le règlement qui va venir couvrir en fait toutes les autorisations pour les substances qu'on met sur le marché. À partir d'1 tonne, tu dois commencer à remplir des dossiers, faire des tests, et donc tu commences à bien encadrer la substance. Après, on a le règlement CLP dont je t'ai parlé tout à l'heure qui va venir nous dire s'il y a un danger, tu dois le mettre sur l'étiquette et tu dois le mettre de cette façon sur l'étiquette. Bon, déjà, voilà, il faut rassurer en partant sur le principe que quand bien même c'est du conventionnel, même s'il existe des problèmes, c'est pas pire que ce qu'on peut trouver ailleurs dans le monde. Ça, c'est déjà une chose qui est importante à relever. Et la deuxième chose, c'est que sur les extraits, on va avoir une modification de règlement, justement, et on va peut-être avoir des extraits aujourd'hui qui sont présentés comme étant inoffensifs, qui demain vont avoir des classifications de danger quand même pas belles. Et donc, à surveiller, tu vas voir dans les 4 prochaines années, si tu te souviens de cette discussion, tu vas voir que tu as des extraits qui vont peut-être disparaître parce qu'ils vont devenir interdits à la vente au grand public ou qui vont être dilués parce qu'elles présentent un problème dans les concentrations dans lesquelles elles sont vendues. Ok. Et donc, d'où l'importance quand même d'acheter des marques européennes. Absolument. Et françaises, bien sûr, pour des raisons éthiques, etc., mais aussi pour des raisons de notre santé. Ouais. C'est qui les pires qu'on fasse attention à ne pas acheter justement des lessives ou des produits d'entretien je sais pas, les Américains. Les Américains, ils sont vraiment pas top. Au niveau de la réglementation, c'est pas les. Ouais, non. Et par contre, tu vois, les Coréens, ils ont copié quasiment tout le système européen. On est les Coréens. Les Coréens. Et ouais, on est cité. Ouais, okay. On est cité en exemple partout en fait. Ce fameux REACH, le règlement REACH. Ouais. Quelle fierté. Ouais, absolument. En Asie, ils s'embêtent plus. Ils appellent donc t'as le REACH. Donc, c'est notre règlement. Okay. Ils appellent REACH Asia. Tu vois, ils le prennent et ils retranscrivent en fait dans leur loi. Et non, on est vraiment reconnu dans le monde comme étant, je veux dire, la région dans le monde où on fait le plus attention. L'Asie, il faut te méfier. Sur les cosmétiques, le Brésil, il faut te méfier. Tu as des substances interdites. En fait, tu sais, je connais plein de gens, moi, qui achetaient des produits de lissage, tu sais, brésiliens, et qui t'importaient ça via des plateformes en ligne. C'est ça. Tu vois quoi? Et donc, du coup, ils apportaient des produits qui étaient interdits de mise sur le marché en Europe. Donc, moi, ouais, exact. Et c'est très bien que tu le dises. Faut acheter européen. Ouais. Et on a parlé des sprays. Je fais juste une petite parenthèse. Je pense aux lingettes. Ouais, les lingettes, si tu veux, il y a pas par rapport à la toxicité pour toi, non, pas spécialement problématique. Mais pour l'environnement, par contre, pour l'environnement, ouais, c'est pas top. Et après, non, je te dis toxicité, si je vais jusqu'au bout de ma démarche, ça dépend de quelle lingette on parle. Parce que tu as beaucoup de lingettes désinfectantes, où là, pour le coup, tu seras en contact direct avec ta main avec la substance active biocide. Et là, en général, elles sont pas super. Ouais. Et c'est souvent également, si c'est pas des désinfectantes, si c'est des nettoyantes, mais qu'elles sont pas désinfectantes, elles sont dans un milieu où il y a beaucoup d'eau, donc on va avoir beaucoup de conservateurs pour éviter le développement microbactérien. Parce que là, pour le coup, la lingette, là, bien humide, c'est top pour les bactéries. Ouais. Est-ce qu'il faut toujours mettre des gants pour utiliser des produits ménagers, même quand ils sont clean ? Idéalement, tu sais que si tu as les mains fragiles à la base, c'est toujours mieux de mettre des gants. Parce que quand tu les utilises, de toute façon, on utilise toujours les produits de manière diluée. Mais ils ont tous potentiellement peut-être un petit caractère irritant. Tu n'es pas sûr, en fait, d'avoir un impact. Mais si tu es déjà fragile, que tu as déjà de l'eczéma, ce genre de choses, je te conseille de mettre des gants. Mais ce n'est pas forcément obligatoire. Là, il y a beaucoup de marques qui se lancent pour faire des produits DIY, des produits ménagers maison. On a un petit peu parlé, mais j'ai l'impression que c'est un peu la fausse bonne idée, non ? Absolument. Ouais. Fausse bonne idée pour plein de choses. Déjà, si je fais le raccord avec toi, charge mentale, tu vois, tu prends une vie quand même assez saine. Tu vois, donc charge mentale, plus. Efficacité, pas au rendez-vous. Et surtout, t'abîmes tes vêtements, t'abîmes ta machine. Pour pas laissons faire les pros, c'est ça que tu veux dire. Oui, et surtout, si en plus on rajoute à ça le fait que tu ajoutes toi-même des extraits et tout, au-delà du manque d'efficacité, là on passe sur un autre level, quoi, tu vois. Ouais, il y a certaines personnes, je pense, qui font ça aussi pour des raisons économiques. Ouais, tu vois, ça se critique pas. Mais l'économie, il faut l'avoir à long terme. Imagine, t'as vu le coût d'une machine à laver ? Ouais. Qu'est-ce qui coûte ? En fait, la machine, elle va coûter cher. Donc, tu as intérêt à bien utiliser des bons produits pour garantir la durabilité de ta machine. Et ce qu'il faut regarder, en fait, surtout, c'est pas le coût
de la bouteille, quand tu l'achètes, c'est le coût à l'usage. Si à l'usage, en fait, ça te permet de donner une seconde vie, troisième vie à un vêtement, de le revendre sur une plateforme, si tu vas garder ta machine plus longtemps, c'est une économie d'échelle, tu vois, que tu fais. Ouais, je vois tout à Donc, fait. il faut vraiment pas regarder au day-to-day. Mais après, je comprends. Tu sais, on n'a pas tous les mêmes moyens, donc c'est pas quelque chose que je veux critiquer. Mais si on peut regarder avec un autre angle, avec un angle de durabilité, ouais, il faut en sortir. Après, heureusement, il y a des marques qui exercent aujourd'hui des prix justes. Exactement. Toi, voilà, ta marque, si Ouais. les prix C'est sont tiré. tout à fait corrects, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie, c'était ma prochaine question, en tant qu'ingénieur chimiste, justement, de créer ta propre marque de produits d'entretien? Qu'est-ce qui a créé ce déclic, cette prise de conscience? Qu'est-ce que tu utilisais avant et pourquoi tu as créé ta marque? Déjà, je vais commencer par ce que j'utilisais avant. Avant, quand j'ai commencé à travailler, j'utilisais des marques conventionnelles. Mmh. J'ai eu l'arrivée de mon premier enfant. Et là, tout de suite, tu vois, l'instinct de protection, je me suis dit, c'est Ah, c'était absolument ça pas... le déclic. Exactement. Je me suis dit, c'est absolument pas ce que j'utilise aujourd'hui à la maison. Donc je tu vais l'acceptais utiliser. sur toi, mais pas sur ton enfant. C'est vachement bizarre, ouais. Ouais, parce qu'en fait, c'était cet instinct maternel qui... Tu sais, c'est comme un instinct animal de me dire, je dois le protéger, en fait, tu vois. Et donc, du coup, j'ai arrêté tous ces produits-là. J'avais la chance d'être encore au labo, donc du coup, j'ai amené mes propres produits. Et ce qui m'a donné le déclic pour créer la marque et aller plus loin, c'est vraiment cette envie de partager avec un maximum de consommateurs, de familles, des produits qui vont limiter leur impact sur l'environnement et la santé, surtout parce qu'il y a un biais. Il y a un biais, en fait, chez beaucoup. On pense qu'acheter un produit écologique, c'est forcément un produit qui est meilleur pour la santé, mais tu peux voir que c'est Et pas forcément non. vrai, parce que ça dépend, en fait, de ta composition. Ça peut être moins impactant pour l'environnement, mais peut-être pas pour ta santé. Et donc ça, déjà, tu as cette idée reçue qui est tellement difficile, surtout quand tu as une petite boîte, à aller déconstruire. Ben, tu te dis, de toute façon, ça fait partie de mon cahier des charges et ça va être ma promesse. C'est je prends en charge l'environnement et la santé. Et deux, c'est de le rendre accessible. C'est absolument pas en faire un produit de niche. Tu vois, et c'est pour ça, en fait, que les prix, on les travaille Mais oui, ça ne doit vraiment. pas être réservé à une élite. Exactement. C'est pas parce que tu es l'élite que tu as le droit de faire attention à ta Ouais. santé. Voilà. Et donc, pour moi, c'était vraiment la volonté de se dire, OK, j'ai une expertise. Je sais que c'est difficile pour les autres. J'ai 22 ans, en fait, d'expertise dans le domaine. Et donc, pour atteindre ce niveau de compréhension, c'est parce que j'y suis depuis 22 ans. Et on peut pas demander à tout le monde d'être expert dans tout. Et à partir du moment où moi, je me suis saisie du sujet, tu sais, c'est comme une super-héroïne là, qui se dit, voilà, j'ai mon combat et je vais rien lâcher. Et ben voilà, moi, c'est ma pierre à l'édifice. Tu vois, c'est ça, de me dire, OK, j'ai une expertise, je vais la partager, je vais amener des produits sains, plus sains sur le marché. Et, Vraiment pour aider les gens. absolument. Et c'est vraiment une démarche qui est super Mais sincère. c'est bien parce que ça part quand même d'une démarche personnelle avant Absolument. tout. C'était pas une marque pour faire de l'argent, une marque de plus pour Bien sûr. surfer sur la vague. Et c'est ça qui est Exactement. touchant et qui est intéressant Ouais. de voir que c'était pour protéger ton Exact. enfant avant tout, quoi. Ah, dans la famille, je suis la référente. Dès qu'il y a quelqu'un qui a un petit, Ouais. je fournis les produits. Tu vois, mais c'est super important. Ouais, je suis d'accord. Et c'est top ce que tu fais d'ailleurs, parce que tu vois, le fait de m'avoir invité, c'est gentil, mais c'est super sympa pour ta communauté, parce que tu vas leur donner des clés déjà de compréhension. C'est important Tu d'en vois. parler. Ouais. Ouais, complètement. Et c'était quoi le plus gros défi pour toi de créer des produits clean? Tu as été confrontée à quoi? Le prix. En fait, le prix. Pourquoi? C'est parce que c'est plus cher les matières premières? Exactement. Exactement. Et en fait, si tu veux, le volume, c'est-à-dire que comme je suis une petite marque, aujourd'hui, en fait, tu sais comment ça se passe. Bien sûr. C'est-à-dire que plus je serai achetée, plus mes volumes vont augmenter, plus j'aurai un levier de négociation. Avec l'économie d'échelle, bien sûr. Exactement. Et donc, du coup, le fait de vouloir le rendre accessible, alors que quand j'ai débuté sur des plus petits volumes, c'était vraiment tendu. Tu fais des toutes petites marges. Exactement. Exactement. Et en plus, on n'est pas sur de la levée de fonds, on est sur une croissance organique parce que c'est une société familiale, en fait. Et on veut rester une société familiale parce qu'on veut absolument pas à un moment donné, devoir faire un choix sur notre éthique ou les résultats. Ouais, je comprends. Et moi, je veux pas qu'on vienne toucher à mon cahier des charges, en fait. Tu comprends? C'est super important. Et c'est pour ça, en fait, que la plus grosse difficulté, c'était ça, c'était de se dire négocier les bons prix tout de suite parce que je veux le rendre accessible au plus grand nombre, en fait. Après, je vais pas te mentir, c'était mon métier. Donc, la formulation, ça a été vite. Les tests, voilà, trouver les bons partenaires et tout, c'était pas plus difficile parce que c'est mon domaine d'expertise. Mais là, c'était vraiment les prix, ouais.
et la notoriété pour le coup. Ouais, bah après, c'est ce qui fait que tu te Ouais. démarques aussi aujourd'hui. Ouais. Tellement de marques de produits qui se disent soi-disant clean et qui vendent ça ultra cher, tu te dis, mais Exactement. non, j'ai pas envie de dépenser autant dans des produits d'entretien, quoi. Non, absolument. Pas du tout envie de ça. Et d'autant plus que c'est des produits, les produits d'entretien, c'est quand même des produits de grande consommation indispensables. Donc tu peux pas en faire des produits de luxe. Bah, bien sûr. À quel moment, en fait, un produit qui limite, que je dois utiliser parce que je suis contrainte et forcée, parce que je dois avoir une hygiène minimale, à quel moment, en fait, je dois faire un sacrifice entre ce que je vais manger et ces produits pour nettoyer de manière clean. Tu vois, c'est Complètement. pas, il y a une dualité, il y a un truc là qui va pas. C'est vrai. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, ça m'intéresse trop de savoir toutes les étapes de création d'un produit, vraiment de l'idée jusqu'à la mise en vente sur le marché. Quelles sont les différentes étapes pour créer un produit d'entretien? Tu peux mettons la lessive. Ouais, vas-y, je vais partir sur la lessive. Bon, déjà, tu dois identifier. Donc, t'identifies le produit. On va se dire, on va faire une lessive. Mais comment tu identifies le produit? Est-ce que ça vient d'un besoin du consommateur? Ça vient de questions de tes clients? Ça vient d'une innovation que tu as envie d'exploiter? Ça vient de quoi? Là, en l'occurrence, ça peut venir de ces trois sources, en fait. Ça peut venir d'une demande. Par exemple, moi, aujourd'hui, j'ai des produits que j'ai pas dans ma gamme, que je développe parce qu'on me demande. Voilà. Nous, quand on a sorti la gamme, on a tout de suite sorti les essentiels pour faire le linge et pour prendre soin du linge, de la maison et de la vaisselle. C'était les essentiels. Tu vois, donc c'est comme ça qu'on a démarré. Ensuite, on a dit, OK, chacun de ces produits, et donc si je prends la lessive, ma lessive, elle doit répondre à sa raison d'être. C'est quoi une raison d'être d'une lessive? On pourrait dire, c'est de laver et détacher. Oui. Mais en fait, il y a trois raisons d'être pour une lessive. C'est 1, ça doit laver et détacher. 2, ça doit prendre soin de mon linge pour pouvoir le garder plus longtemps. Et 3, ça doit prendre soin en même temps de ma machine. Donc déjà, quand tu as identifié ces trois raisons d'être, tu te dis, qu'est-ce que j'ai besoin? C'est comme un boulanger pour faire du pain, ou des petits pains au chocolat. Quels sont les ingrédients? Ça, tu prends ta farine, tu prends... Exactement. Et là, tu dis pour détacher, laver, on s'était dit tout à l'heure, les tensioactifs. Tu répartis ensuite dans chaque besoin des ingrédients. Exactement. Okay. Ensuite, c'est là où la magie opère. Parce que moi, tu vois, tu peux me donner la recette de Pierre Hermé, par exemple, je sais pas moi, pour un gâteau au chocolat. Tu me donnes la recette. Ça ne veut pas dire que je vais te sortir le même gâteau. Tu feras jamais le même. Jamais. On est d'accord, parce qu'il y a ce petit truc. C'est là où la magie, en fait, du formulateur va vraiment agir. Parce que toutes ces matières premières, tu vois, tu prends un fichier Excel, tu te dis, OK, là, ça lave, là, ça prend soin de mon linge, et là, c'est la machine. Et tu mets toutes ces matières premières. Et tu te rends compte, tu dis, waouh, attention, si je mets celle-ci et celle-ci en même temps, elles vont s'autodétruire. Tu vois, déjà, donc tu dois trouver le bon milieu pour qu'elles ne se détruisent pas ou qu'il n'y en a pas une qui prenne le dessus sur l'autre, mais qu'elles travaillent en synergie. Donc, c'est comme si je te disais, tu as deux personnes qui se détestent dans la même pièce, tu dois les faire travailler entre elles et faire en sorte que comme elles travaillent ensemble, elles décuplent leur... Et ça, tu fais des tests en laboratoire? Exactement. Okay. Et donc là, si tu prends une lessive, on a ce qu'on appelle un set de tests sur lequel on a les 14 salissures les plus représentatives européennes. Donc, on va retrouver du make-up, on va retrouver de la sauce tomate, du sang, de l'herbe, tu vois, du gras de chez McDo. Donc, tu as plein de salissures typiques de ce qui se passe. On fait vraiment ça en labo. On a toutes les tâches et on teste. On a toutes les tâches. Le ketchup, la sauce bolognaise, voilà. On a ce set de salissures et les salissures, elles sont préparées de manière vraiment très, ils pèsent exactement la salissure, ils achètent un même lot, c'est-à-dire que quand c'est le vin rouge, ils vont acheter un même lot de vin rouge pendant des années, ils vont utiliser le même lot. Et ils vont préparer ça de manière, mais vraiment, tu sais, labo, quoi. Et au gramme près, on a des salissures qui sont vieillies pour que ça soit dur à enlever. Tu vois, sécher, vieillir. T'as pas lavé ton linge tout de suite, est-ce que tu peux le rattraper après? Et on doit absolument avoir des salissures qu'on ne sait pas enlever à 100% pour pouvoir discriminer, en fait, différencier. Parce que si on enlève tout, en fait, on ne sait pas faire la distinction, tu vois. Parce que sache que 60% du lavage, du détachage, en fait, c'est l'eau seule et la machine. L'eau et le brassage mécanique, 60%. La lessive, elle sert pour les 40%. Les 40% restants. Ouais. Et donc, mais qui sont importants pour une tâche, quoi. Sinon... Exactement. Et donc, du coup, tu as ces matières premières, tu dois les mettre en synergie, tu dois les faire travailler en synergie, d'où l'intérêt parfois d'avoir certains solvants. Et donc, et après, tu dois avoir les bonnes concentrations. Et oui. Pour pas qu'il y ait trop de mousse, que ça déborde, qu'il y ait des rinçages supplémentaires, ou que tu as mis cette matière première à une concentration tellement importante que ça va être corrosif. Tu vois ce que je veux dire pour la machine ou ce genre de choses. Donc, tu dois travailler les concentrations et le bon milieu pour que tout le monde s'entende bien, que ça se passe bien pendant le lavage et que tu fasses le job, quoi.
Et ça, c'est donc la première étape. Ensuite, quand tu as fait ta formulation, tu la mets en stabilité. La stabilité, elle consiste à vérifier que pendant X semaines, dans des conditions plus ou moins difficiles, ça ne défasse pas, que tu aies toujours un mélange homogène et que tu n'es pas, tu sais, comme avec une certaine, des jus d'orange avec la pulpe en bas. Et voilà, tu vois. Donc là, ça doit toujours être en suspension, homogène, ce genre de choses. Et quand tu as fait ça, tu dois travailler tout le caractère réglementaire, les fiches de données de sécurité, l'étiquetage de ton produit et la certification, si tu te fais certifier par un organisme externe comme l'Ecolabel ou l'EcoCert. Et tu envoies ça en laboratoire indépendant pour tester l'efficacité de ton produit contre un leader du marché. Ouais. Tout le monde fait ça? Absolument pas. Et donc, il y a plein de lessives sur le marché qui sans déconner, qui répondent pas à leur raison d'être, qui lavent aussi bien que l'eau. Qui lavent à 60%, quoi. À 60%, ouais. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu retiens d'eux? Juste le parfum. Mais oui. Parce qu'en fait, à la fin, la tâche, elle est encore là. Mais et il y a plein de gens qui s'en rendent pas compte, tout simplement parce que, regarde, aujourd'hui, toi, jusqu'à dans quelques semaines, tu as du linge propre que tu rafraîchis. Parce que tu ne te tâches pas beaucoup. Non, je n'ai pas de tâches, ouais. Voilà. Donc, tu ne te rends pas compte, en fait. Je me rends absolument pas compte. Mais une fois que j'aurai les enfants qui là, tu vas capter. qui se coucheront dans la boue, dans l'herbe. Exactement. Et là, tu vas comprendre l'intérêt de l'efficacité. De l'efficacité de la lessive. Absolument. Ouais, pour l'instant, c'est juste rafraîchissement, odeur, voilà. C'est ça. Donc ça... Ton enjeu va changer. Dans quelques semaines, l'enjeu va changer. Ouais, parce que ton enjeu, c'est comme je dis toujours, c'est first time right. Ça doit être propre du premier coup. Ouais. T'imagines, parce que vous faites du sport, je veux dire, si vous faites du sport, t'as beaucoup de linge à faire. Bien si à sûr. chaque fois tu dois recommencer, tu dis celui-ci, je dois le prédétacher. Moi, il n'y a pas moyen que je prédétache. C'est vrai. Hors de question. Ah bah attends, tu vois pas les vies de fou. Je veux dire, je devrais suivre plus souvent tes conseils, mais là, j'ai une vie qui va à 100 à l'heure. J'ai 2 enfants, on fait tous du sport. Mais pourtant, tu as créé un produit qui est vachement bien pour raviver le blanc. Et c'est pour ça, en fait, non, quand je te dis je prédétache pas, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui prennent le linge un à un et qui frottent, en fait. Ah non, moi, je mets tout en machine. Oui, et après, tu mets la petite poudre dans le tambour, quoi. C'est ça, c'est-à-dire que pour moi, en fait, c'est malheureusement, ça reste une tâche, c'est ingrat. Et c'est une charge mentale, quoi qu'il arrive. Ah bah oui. Et la réalité, c'est souvent on me reproche quand je parle des produits, en fait, que des fois je parle des consommatrices au féminin, tu vois. Mais je dis, mais en fait, c'est pas parce que ça me fait plaisir et que j'estime que c'est notre tâche. Aujourd'hui, des études, c'est 8 ou 9 femmes sur 10, en fait, qui est prescriptrice et qui utilise le produit. Ah oui. Donc... c'est une réalité et ça me fait pas plaisir pour autant. Donc moi, j'utilise les produits, je fais moi-même mon ménage, donc il faut que ça aille vite, bien fait, direct. Mais je suis sûre que tu éduques tes fils absolument à savoir justement quoi faire. Ils savent tout faire. Pour inverser la tendance. Absolument, ils savent lancer le linge, voilà. Ils font la vaisselle, ils ont chacun une tâche par jour. Merci pour la prochaine génération. C'est obligé. Donc, si on revient à toutes les étapes, là, on en est arrivé à l'étape où tu vas faire tester en labo indépendant. Ouais. Ensuite, une fois que tu es satisfait de ton efficacité, là, il y a l'enjeu. Pour ceux pour qui il y a un enjeu de parfum, tu as tous les panels tests avec les consommateurs lambda. En fait, tu choisis en fait une vingtaine ou trentaine de consommateurs à qui tu peux faire tester ton produit avec différents parfums pour déjà essayer de faire ressortir en fait une tendance. Ou tu peux travailler directement avec le parfumeur qui lui connaît les tendances et qui va te dire bon bah la tendance là c'est coco vanille quoi, tu vois, et tu vas devoir mettre du coco vanille dans ta lessive. Mais et donc tu identifies le parfum. Donc ça vient vraiment en cosmétique, on va dire, après absolument. La formulation. Tu peux le travailler, effectivement, en fait, tu peux le travailler en parallèle. Ça se travaille souvent en parallèle. Si tu veux, en réalité, quand tu as un labo bien staffé, le labo, il travaille sur la formule, l'efficacité, la stabilité, tout ce que je t'ai dit tout à l'heure, tout ce qu'on va y retrouver, le réglementaire et tout. Et celui qui est en charge du parfum, et ça en dit long, c'est le service marketing. C'est absolument pas la R&D. Bien évidemment, c'est lui qui travaille en fait les tendances, qui fait les tests sur les parfums. Et après, il te dit, bon, ben voilà, tu vas tester ce parfum. Tu travailles pas avec des parfumeurs? Si, mais en fait, dans des boîtes, dans des plus grosses boîtes, et notamment où je travaillais avant, tu avais un service marketing qui briefait différents parfumeurs et qui recevait les différents parfums et qui faisait les tests. C'est trop important. Ouais. Bah, quand je te dis c'est top 3 de la raison pour laquelle les gens achètent, tu m'étonnes que... Ils te le laissent pas en R&D parce qu'ils savent que nous, on va dire, on n'en a pas besoin. C'est la cosmétique du produit, on est d'accord.
Mais c'est important et tout Ouais. comme, j'imagine le packaging, ça doit faire partie aussi des étapes suivantes? Alors, le packaging, on le travaille en parallèle également. Et ça dépend. Donc, si tu as un entrant ou pas environnemental, tu vois, si tu veux faire en fait de l'éco-conception, ça se travaille également par les ingénieurs. C'est les ingénieurs plus que le marketing qui travaillent sur le sujet pour le coup. Et tu le travailles en parallèle. Parce qu'en gros, si tu veux, pour certaines typologies de packaging, tu dois adapter ta formulation elle-même. Je te dis par exemple un liquide vaisselle. Oui. Tu as vu comment ça s'utilise? Si ma formule elle n'est pas assez viscosée, tu vas en utiliser trop. Et donc, tu dois travailler la viscosité par rapport au bouchon qui a été choisi. Tu vois ce que je veux dire? Par rapport au... Et ça, tu vois, ça, c'est un enjeu super important parce que c'est filou, mais tu as des gens qui vont travailler sur le diamètre de l'orifice pour que tu Surdose. surdoses, Ah ouais. bien sûr. Et ensuite que tu rachètes plus vite le produit, quoi. C'est super important, en fait, d'être vigilant. Mais quand tu sais pas, tu sais pas. Oui. Mais je veux dire, en fait, c'est fou. Mais ouais, le diamètre, en fait, du petit orifice par lequel sort, en fait, ton liquide vaisselle, c'est un sujet. C'est dingue. C'est dingue, hein? Ouais, complètement. Tout est étudié, quoi. Exactement. Donc, toi, tu sais, tu te dis, OK, en fonction du diamètre, de la vitesse d'écoulement, il faut que j'ai une certaine viscosité pour pas qu'il se serve de trop, tu vois, pour éviter les soirées mousse si tu as une formule concentrée. Mais tout ça relève, en fait, on croirait même pas que ça a été étudié, mais c'est vraiment des détails qu'on regarde. Ok. Donc, une fois que tu as ton emballage, tu vas bien évidemment, si tu es dans une démarche environnementale, l'étudier pour qu'il soit le plus léger possible, qu'il soit entièrement recyclable. Par exemple, tu vois, moi, toute ma gamme, mes emballages sont tous transparents ou pas colorés. Parce que ça, c'est une volonté pour faciliter en fait le recyclage. La couleur d'une bouteille va perturber le recyclage, en fait. Ah ouais? Exactement. Et donc, c'est ce qu'on appelle des master batch. Donc, dès que tu mets une couleur dans un emballage, tu vas perturber. Non, mais t'as raison maintenant. T'as vu les eaux pétillantes, je ne vais pas dire la marque, mais les eaux pétillantes, t'as vu qu'ils ont changé, en fait, de bouteilles. Il y avait une bouteille verte, une bouteille rouge. Oui. Et je ne sais pas si tu as remarqué, en fait, qu'ils sont en train de passer à des bouteilles transparentes. Je vais jamais poser la question. Si, regarde un peu. C'est pour ça, c'est parce qu'en gros, si tu veux... Bon, c'est dommage parce qu'ils ont... pour mieux recycler. Exactement. Et comme maintenant... Intéressant. Ouais. Et alors, on est beaucoup à l'avoir fait pour une raison environnementale, mais maintenant, c'est bien, il y a une incentive. C'est-à-dire que si tu le fais pas, tu as un malus. T'as un malus? Maintenant, ouais. C'est-à-dire que si t'es difficilement recyclé... Non, c'est pas toujours de la bonne volonté, mais c'est bien. Tu sais, vaut mieux, en fait, tu dois toujours, en fait, avoir des... Moi, c'est un terme anglais, mais la carotte, en fait, tu vois. Non, mais un malus écologique, oui, c'est exactement. important. Donc, au recyclage, aussi, tu sais, on paye tous les ans. Ouais. On doit comptabiliser le nombre d'emballages qu'on a mis sur le marché et on paye des redevances, en fait, par rapport à ça. Pour toutes les marques. Ouais, toutes les marques. Et donc, du coup, tu dois donner, en fait, le poids de ton emballage. Donc, plus il est lourd, plus tu vas payer. S'il y a des perturbateurs de recyclage, tu vas payer un malus. Si l'étiquette, elle est de la même nature que la bouteille, en fait, là, c'est bien, c'est du monomatériau, donc tu n'as pas de malus. Tu as plein de trucs comme ça. C'est dingue. Ouais. C'est hallucinant, j'ignorais complètement, parce que c'est vrai que tu te balades au rayon lessive de ton supermarché, elles sont toutes opaques, elles sont toutes blanches avec des étiquettes ultra colorées et tout, et quand je vais dans mon magasin bio, elles sont transparentes. T'en as beaucoup plus, ouais. Et tu verras que tu as beaucoup, même dans les magasins conventionnels, on voyait beaucoup de bouteilles de lessive colorées aussi. Je ne sais pas si tu vois celle qui est rouge, noire, rose. Ouais, d'accord. Tout ça, tu vas voir qu'avec le temps, en tout cas, s'ils ne veulent pas payer de malus pour rien, tu verras que, comme pour les eaux pétillantes, ils passeront sur des bouteilles transparentes. Incroyable cette petite anecdote. Je suis sûre qu'on était très très peu à le savoir. On a bientôt terminé ce podcast ensemble. Sur le site de Mutine, on peut accéder au rapport d'expertise toxicologique des lessives. Donc ça, c'est hyper intéressant. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est concrètement, en quoi c'est important et quelles sont les plus grandes contraintes réglementaires aujourd'hui? Alors, en quoi c'est important? Déjà, c'est une démarche volontaire. C'est absolument pas une démarche réglementaire qui est obligatoire pour une lessive ou un produit d'entretien. En fait, on a adapté une obligation réglementaire des cosmétiques pour faire cette évaluation auprès d'un toxicologue pour notre lessive, pour montrer notre sérieux et réassurer en fait les consommateurs et notamment toutes les familles, parce qu'on a beaucoup de jeunes mamans aussi en tant que clients, en fait, sur la démarche
concernant l'innocuité de nos produits. Pourquoi on l'a fait et pourquoi on a choisi en fait cette méthodologie cosmétique? Cette méthodologie, normalement, quand elle est mise en place avant la mise sur le marché d'un produit cosmétique, un toxicologue indépendant va évaluer ta formulation, les concentrations de chaque matière première par rapport à l'exposition. Et on sait qu'en cosmétique, on a quand même une exposition du produit directement sur la peau. Donc, faire cette évaluation pour une lessive qui n'est absolument pas sur ta peau, qui est rincée et qui ne doit absolument pas être sur ta peau, c'est vraiment pour montrer à quel point on a poussé, pour montrer en fait qu'il y a, que nos produits il y a une innocuité de nos produits par rapport au bébé. Surtout parce qu'on avait cette inquiétude. On travaille avec beaucoup de crèches et ça nous permettait en fait de venir réassurer. Mais attends, tu dis que c'est rincé, mais il reste quand même des particules. Alors, encore une fois, en théorie, non, ce qui reste, c'est le parfin. Si tu as des microplastiques... le parfum et les microplastiques. Exactement. Si tu as ton parfum encapsulé, si tu as le long lasting, l'effet longue durée, tu sais que si tu as une revendication... Dès qu'il y a la revendication longue durée, tu sais que tu as Enfin, parfois, il n'y a pas la revendication. Exact, je suis d'accord avec toi. Je suis en train de passer en revue les marques. Ouais. Des fois, tu as la revendication, des fois, tu ne l'as pas. Je suis d'accord avec toi. Mais si ça sent fort avec ton vêtement, il sent encore longtemps. C'est ça. Après, tu sais que tu as de l'encapsulation. Et d'ailleurs, écoute, c'est très développé. Hein. Et les contraintes réglementaires aujourd'hui qui s'appliquent à tous les produits d'entretien, elles sont quand même assez lourdes. Hein. On a 3 règlements qui s'appliquent. Hein. On a REACH, on a CLP, on a ce qu'on appelle le règlement détergent. Et elles sont assez lourdes, mais elles vont pas assez vite. Parce que ça reste en fait des grosses machines qui s'appliquent à toutes les typologies d'entreprises plus ou moins petites, qui sont plus ou moins rapides pour changer, pour modifier en fait leur formule. Et donc du coup, entre le moment où tu as une substance en fait qui est... D'ailleurs, je partagerai un tips après. Entre le moment où tu as une substance qui est reconnue comme étant problématique et le moment où elle est interdite, il se passe parfois 24-36 mois. Ah oui. Alors que nous, on le sait déjà, c'est encore sur le marché, mais le temps que tous les produits se liquident dans les rayons et tout, tu vois, il se passe du temps. Et ça, c'est mon petit gift, parce que c'était pas du tout un truc que j'allais dire, c'était pas le sujet, mais je vais le gifter, c'est un super important. Le talc. Oui. Le talc, c'est un produit qu'on utilise beaucoup sur les fesses des bébés. Naturel. Le talc. C'est pas naturel, le talc? Alors, je ne vais pas te mentir, je ne sais pas quelle est sa source, donc je n'ai pas regardé parce que ce n'est pas des produits qu'on utilise chez nous. Mais spoiler alerte, il va être interdit bientôt. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Parce qu'il est problématique en inhalation. Ok. Et ça me retourne parce que quand tu penses que tous les fesses des bébés, elles sont là, le nez, il est là. Bon, voilà. Et tu sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent du talc aussi en tant que shampoing sec, en tant que poudre matifiante. Okay. Le talc, vraiment, le talc, tu sais quoi, je te partagerai le nom et le numéro CAS, en fait, tu pourras le retrouver dans les compositions. Mais ouais, on a un problème avec le talc et il va être interdit dans pas longtemps. Incroyable. Mais ça, voilà, je le sais déjà depuis 10 mois. Le vote en Commission européenne, il va se faire au courant de l'année. Et quand il sera voté, publié, il y aura 18 mois pour que ça sorte du marché. Donc, il va se passer du temps. Donc, c'est pour ça que je me dis, bon, je le dis maintenant pour toutes celles qui l'écoutent. Je te partagerai les infos pour que tu puisses voir de quoi on parle. Totalement. Est-ce que tu as l'impression que quand même l'industrie tend à plus de transparence? Sans mauvais jeu de mots par rapport au packaging transparent. Ouais, non, mais de toute façon, elle n'a pas le choix. Je vais dire pourquoi elle n'a pas le choix, parce qu'en fait, elle est contrainte, comme je t'ai dit tout à l'heure. Ouais, avec les malus écologiques. Exactement, elle est contrainte. Et elle est rattrapée. Des marques comme la mienne et d'autres que je connais, je veux dire, on était déjà dans cette éthique. Et donc, on n'a pas l'impression de se faire rattraper par la patrouille. Et on est déjà à l'aise. On sait que tout ce qui va être obligatoire dans 3, 4, 5 ans, de toute façon, par exemple, l'interdiction en fait, des microplastiques, je m'en fous, j'en ai pas. Bah non. Et il y a plein de choses en fait, où il ne va rien se passer chez nous. Et pour eux, c'est la... Ça va être plus dur pour les marques conventionnelles de s'adapter, quoi. Exactement. Et de prendre le virage. Exactement, mais en fait, faut que tu saches en fait que toutes ces réglementations européennes qui s'imposent à nos produits, elles sont constamment en discussion, en évolution. Et donc là, par exemple, très bientôt, donc je t'ai dit que toutes nos compositions, tu peux les trouver sur les sites internet, normalement, en moins de 3 clics. Et ça, tu sais déjà ce que ça dit de la marque, en fait, si elle la cache. C'est problématique. Et à partir de 2029, sur les étiquettes, on aura directement accès à cette compo puisqu'on aura un QR code sur l'étiquette. Un QR code, génial. Et ce QR code, il va être renvoyé sur la composition. Et même beaucoup plus d'infos. Tu vas avoir des informations sur l'emballage, la composition de l'emballage. Tu vois, donc de toute façon, tu veux ou tu veux pas, tu t'es rattrapé.
Donc, soit tu joues le jeu et tu sais que qui tu sers des consommateurs. Et les consommateurs, c'est qui? C'est même toi, c'est ta famille, c'est tes amis. Et tu es éthique. Et tu fais gaffe et dès le départ, tu es ambitieux. Quand c'est ta propre marque comme toi. Ouais, voilà. C'est dans des gros industriels, ils sont plus dans une logique de rendement plutôt que d'éthique. Donc... Et ils seront rattrapés, quoi qu'il arrive. Ça prend son temps, mais ça va arriver. Trop bien. Voilà. Pour conclure, est-ce que tu pourrais nous donner 3 produits à changer en priorité si on veut faire un reset justement de nos placards à produits ménagers? Par quoi on commence? Déjà, si tu as de l'assouplissant, t'arrêtes. Ok. Faut pas te culpabiliser si tu ne le finis pas. Ok. J'éviterai tout ce qui est pollution intérieure, donc tout ce qui va être encens, bougies mal formulées. Les encens aussi, ouais, les encens aussi, ouais. Me lance pas. Ah oui, mais parce que mais ce que je veux te dire, c'est-à-dire que l'encens, c'est naturel, n'oublie pas ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que la nature, elle regorge de matières toxiques, mais elles sont dans leur matrice. Et quand elles sont dans leur matrice, elles n'embêtent personne. Elles sont chez elles. Elles n'embêtent absolument personne. Mais dès que tu les sors de leur matrice, ça peut être problématique, tu comprends? Il faut vraiment prendre conscience de ça. Mais oui. Donc, un joli bouquet de fleurs, en plus, qui va sentir et tout dans ta maison, c'est top. À part s'il est plein de pesticides. Exactement. Ah, là, tu viens me mettre. Exactement. Mais, donc, t'arrêtes l'assouplissant. Déjà, ça ne te fera pas de mal, honnêtement. 2, tu préserves ta qualité d'air intérieur, donc tu évites toutes ces choses-là. Et 3, tu utilises les désinfectants, la javel, tous ces trucs-là, mais vraiment, vraiment, quand c'est nécessaire. Tu ne fais pas de la javel tous les jours ou ce genre de choses. Ouais. En fait, pourquoi je te dis pas t'arrêtes la désinfection, t'arrêtes le javel, parce que c'est super important en fait quand même pour l'hygiène. Tu vois, là on a à Paris les métros, ces trucs-là, tu vois. Il faut faire attention, on a besoin de désinfectants et ça fait vraiment... Je supporte pas l'odeur de la javel. Ouais. Mais t'en as qui kiffent l'odeur. Non, il y en a qui sont accros à l'odeur de la javel. Très sérieusement. Parce qu'ils font le lien avec propreté, peut-être. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire que ça les rassure. C'est psychologique. C'est vraiment l'odeur de la javel les rassure sur la propreté du lieu. C'est ça. Absolument. Ça doit remonter à la jeunesse. Mais oui. Mais en fait, les désinfectants, il faut pas les utiliser au quotidien. J'ai un spray désinfectant dans ma gamme, mais je ne le conseille pas tous les jours. Je l'utilise quand c'est nécessaire. Tu peux l'utiliser en fait quand il y a un malade, sur les poignées de porte, ou bien tu peux l'utiliser tous les jours dans les toilettes. C'est un spray mousse, donc il n'y a pas de problème par rapport à l'inhalation. Sur la cuvette, ce genre de choses. Mais voilà, quand tu vas pas me faire ta cuisine, tu vas pas me désinfecter tous les jours. Ta cuisine, c'est pas bien, c'est pas bon, et il faut pas. C'est pas nécessaire parce qu'il n'y a pas de malade à la maison. Tu désinfectes pas tous les jours. Et tout. Ok. Donc ça, c'est les 3 à éviter. Et par quoi on remplace? Ou si tu as des produits vraiment, on se dit, vas-y, j'ai envie de me refaire un petit placard clean, à la fois éthique et pas mauvais pour moi. Déjà, je te dirais en fait que finalement, le nécessaire pour entretenir sa maison, son linge et sa vaisselle, ça suggère pas forcément en fait d'avoir 1 milliard de produits. D'accord. Tu peux très bien, par exemple, tout ce qui va être... anti-calcaire, tu as des produits qui font cuisine et salle de bain, il faut pas scinder, il faut pas en fait ne répète pas, ça reste du marketing quoi. Exactement, j'allais dire ne répète pas en fait le rayon qui est sursegmenté dans tes placards. D'accord. Tu as une lessive, elle peut tout faire en fait. La lessive, si elle est bien formulée, tu n'as pas besoin de lessive spéciale cachemire, spéciale laine, spéciale jean, spéciale blanc, si elle est bien formulée, c'est important de le dire. T'en as qu'une, et 2, parfois tu as vu comme avec la poudre, tu as besoin en fait d'aller détacher ou de reblanchir, tu mets la poudre. Mais tu m'achètes pas 3 lessives, une pour le black, une pour le jean et une pour le blanc. Et une pour les bébés, et une pour les adultes. Exactement. Ça, c'est de la sursegmentation qui tue en fait. D'accord. Pour les produits vaisselle, c'est pareil. En fait, tu n'as pas besoin... c'est facile en fait. Pour la vaisselle, le lave-vaisselle, tu as une bonne tablette. Si tu as de l'eau dure, il te faut du sel et du liquide de rinçage. Point final. Et pour la maison, un bon spray dégraissant multisurface et un nettoyant sol, ça fait le job. Tu vois, et bien évidemment, un anti-calcaire. Parce que là, et pour les vitres aussi. Pour les vitres aussi. Mais tu sais que les vitres, j'ai un spray vitre, mais je peux te dire que si tu as une bonne microfibre pour les vitres, si tu nettoies à l'intérieur, avec une bonne microfibre humidifiée, c'est suffisant. Ah ouais? Mais bien évidemment. Mon spray, par exemple... Humidifié avec de l'eau, du robinet? Ouais, je sais pas. Il faudrait que je t'envoie ma microfibre. Mais je l'ai. Vitre. Tu l'as? Ah, vitre, non. Ouais, non.
Ouais, bah, la microfibre vitre, c'est une tuerie. Tu as pas besoin, en fait, de mettre de ouais? produit. Quand tu es sur l'intérieur, sur une vitre propre et que tu veux nettoyer parce que tu vois que tu as un petit voile et tout, Oui. juste humidifier, bien essorer, c'est Oui, c'est ça. nickel. Par Si contre, ton à mec s'est l'extérieur, brossé les dents et que tu as des sprays oui, là, c'est des de spécialistes, dentifrice. effectivement. Oui. Mais c'est toujours les mêmes. Mais oui, bien sûr. Et par contre, l'extérieur, oui, je vais utiliser le spray parce que dans le spray, tu vas avoir de l'éthanol, tu vas avoir des tensioactifs pour venir enlever toutes ces petites poussières qui sont collées, Ouais. des petites bouts, tu sais, avec OK. la pluie et la poussière qui a fait tes petites... voilà. Là, tu as besoin. Mais à l'intérieur, tu n'es pas toujours obligé d'utiliser un spray. Bah, c'est bien de déconstruire aussi cette Ouais. croyance-là. Non, tu vois, il ne faut pas surconsommer, quoi. Tu utilises que quand tu as besoin. OK, trop bien. Bah, Et écoute, plus ta liste de produits elle est courte, plus tu te dis, OK, je suis dans le vrai. c'est un bon mot de la fin. Ouais. Merci beaucoup, Merci, Rislaine, Marie. pour cette interview qui était Avec plaisir. très, très riche. On a énormément appris, déconstruit. C'était important de le faire. Et maintenant, je pense qu'on va pouvoir consommer nos produits d'entretien en conscience et les acheter et en sachant vraiment ce qu'il faut prendre, pas prendre et être acteur de notre santé et aussi avoir une conscience un peu plus éco-responsable. Ouais, c'est top, je te remercie pour l'invitation. Merci encore. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de La Source. N'hésitez pas à mettre une jolie note sur votre plateforme d'écoute et si vous êtes en train de regarder sur YouTube, cliquez ici pour accéder à l'épisode précédent.